Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a les habitués qu'on a déjà vus hier, avant-hier, ce matin, etc. Et puis il y a celles et ceux qu'on ne connaît pas. Donc je suis Pascal Ferry, le responsable de la médiathèque. Ici, vous êtes dans le lieu où se pratique le jeu vidéo sous certaines formes, mais pas sous la forme dont vous allez nous parler, Maximilien. On se demandait que faire pour faire un peu mieux ou un peu autrement que l'habitude de nos pratiques de jeux vidéo dans cette salle. Et pendant le Festival du Monde, l'occasion est plutôt rêvée pour tenter d'autres incursions, regarder le jeu sous d'autres formes. Et par chance, les studios Fortiche et Maximilien ont bien voulu accepter de venir pour cette occasion, au Festival numérique des bibliothèques de Paris, venir nous parler d'un succès éclatant français par ailleurs, enfin, en tout cas pour l'essentiel de la production, celui de la série Arcane, qui est une série diffusée encore actuellement sur Netflix, dont la saison 2 est en préparation, en production, qui a été un grand succès d'ores et déjà lorsqu'elle a été diffusée en 2021, accueillie à la fois par le public et par les spécialistes de la critique de ce genre de produits transmédia assez novateurs très favorablement. Donc on est ravis de pouvoir entendre un de ces créateurs, car c'est une équipe évidemment très nombreuse. Donc Maximilien Ly, qui est un des responsables de la fixe production, de la fixe animation. Oui, exactement. Donc ça fait partie des questions évidemment que vous devrez nous expliquer en quoi consiste la fixe animation. Donc vous êtes là pour nous raconter un peu cette aventure, à la fois graphique, mais également très surprenante, où le jeu vidéo devient non seulement une pratique culturelle, la première, en tout cas parmi les industries culturelles en Europe, mais également matrice pour de toutes nouvelles productions. Et donc désormais, le lien se fait du côté jeu vidéo vers la fiction et vers la fiction animée, ce qui n'est donc pas si courant, et a fortiori avec un résultat aussi concluant, aussi convaincant que celui de la série Arcane. Donc, bienvenue à vous, merci encore d'avoir bien voulu accepter. Malgré nos moyens techniques, il n'y a qu'une chose qu'on n'a pas réussi à faire, c'est faire ce store. Et donc, merci. Merci à vous pour l'accueil. Tout d'abord, je voulais savoir s'il y avait des étudiants en jeux vidéo ou en animation. On va adapter quand même le jeu. Plus tard, on en reparlera plus tard. C'est plus pour adapter aussi ce que je vais raconter. Du coup, là, je suis venu ici pour vous parler d'Arcane, de la façon et de Fortiche et de la façon dont fonctionne le département. Je ne sais pas si pour les slides. Oui, c'est le moment où je me rends désolé. Du coup, c'est Maximilien Ly, superviseur du département fixe animation, mais je m'occupe aussi de la technique, de la technical animation. La partie technique de l'animation aussi. Donc ça, je l'expliquerai un peu plus tard, brièvement. On va plus se focus sur le fixe anime. Mais avant ça, on va vous parler un peu du studio, de comment fonctionne le département, qui je suis, ou ce que j'ai pu faire comme étude pour en arriver ici. Et quelques exemples aussi de shots, de plans sur lesquels on a pu travailler durant la production de la saison 1, en tout cas ceux qui sont un peu plus parlants et visibles. Et ensuite on va faire une session de Q&A, en fait c'est juste une session de questions-réponses, si vous avez des questions, etc. Sinon je vais vous montrer un peu plus quelques détails. Donc qu'est-ce que ce Fortiche ? C'est trois bons copains qui se sont rencontrés durant leurs études et qui se sont dit et si on créait juste notre propre studio. Donc voilà, il y a les trois fondateurs, il y a Pascal, Jérôme et Arnaud, qui sont les trois boss du studio, et qui ont créé Fortiche tout simplement en 2009. Donc Fortiche, c'est trois studios, principalement un à Paris, qui regroupe quasi 200, un peu plus de 200 personnes, et on a ce qu'on appelle les satellites, qui vont être qui restent Fortiche, donc à Montpellier, à Las Palmas, aux Canaries. C'est une île qui est pas loin du Maghreb. Donc on a le site de Paris où on n'a pas toutes les personnes présentes sur les photos, mais voilà, il y a plutôt l'ambiance qu'il y a sur Paris. On est dans le 13e arrondissement.
Et du coup Montpellier, Montpellier où ils sont autour d'une vingtaine, qui regroupent surtout le département animation et CFX, CFX, qui sont le département en fait, de la simulation de vêtements, de cheveux. Et ça c'est assez nouveau. Et à Las Palmas, qui sont un peu plus d'une dizaine si je ne me trompe pas, en tout cas moins de 20. Et c'est principalement, c'est que le département anime. C'est une équipe d'anime qui est là. Donc Fortiche a commencé surtout à travailler sur des clips vidéo, des clips musicaux en partie. Donc là il y a quelques exemples. Il y a eu un court-métrage qui était Limousine La Gaviota en 2012 et après il y a eu tous les clips qu'on a pu connaître. Je ne sais pas si certains avaient connu celui de Gorillaz à une époque. Et la relation qui s'est faite avec Riot a commencé avec Kenji en 2013 à l'occasion de la sortie du personnage pour le jeu vidéo. Et s'en est suivi avec Freak of the Week, qui est en fait un clip musical créé et animé en partie par un ancien animateur de chez Disney qui est entre autres l'auteur de Black Sun, sur lequel Fortiche a pu travailler. Après ça, sinon il y a eu Warriors, qui a été aussi un clip pour les Worlds de 2014. Après, on a réitéré la collaboration avec Riot, avec la sortie de Echo à l'époque. Donc on a aussi fait le clip promotionnel de Echo. Et quelques projets entre-temps, Wildstar qui est un peu moins connu, Legends of Mayhem et Rocket and Groot qui était un petit clip, je crois. Je ne sais plus exactement, j'ai plus la mémoire du projet. C'est une série. C'était une série. C'est une série qui a été réalisée par Arnaud Delors, le fondateur, et qui est sur Disney+, et sur YouTube. Merci. Ensuite, on a Rise, qui est un énième clip pour les Worlds de 2018, et Kedie, qui a été un clip pour le groupe virtuel, le groupe virtuel de Riot. Pour ceux qui connaissent le jeu, Akali, Evelyn, Kaisa, arrêtez. Donc voilà. Oui, sommaire du nombre de vues qu'il y a pu avoir sur ces clips-là. Donc c'est pas long, juste à voir sur YouTube. Donc Arcane, c'est quoi? C'est 9 épisodes d'une trentaine de minutes, 35. C'est l'équivalent de 3 feature films vous allez le voir, je vais souvent utiliser peut-être ce terme-là, qui veut juste dire des films d'animation simplement qui sortent, qui peuvent sortir au cinéma par exemple. Donc c'est 360 minutes, ça représente 10 000 plans à faire à la main par plusieurs départements. Donc voilà. Ça a représenté 6 ans de production. Est-ce qu'on inclut l'écriture dedans? Oui, je crois. Non. Donc ça va être plus orienté, 6 ans de production pure, dont un an de pause. Non, on sort les 1 an, mais il y a eu 1 an de pause à un moment donné de la réécriture. Donc c'est aussi 560 personnes qui ont travaillé dessus, pas au même moment. Donc ça je vous explique un peu. C'est 560 personnes au cumul parce qu'il y a forcément des étapes qui se préparent avant la production, qui est constituée d'un certain nombre de personnes qui ont leur mission avant que ça rentre vraiment en production et qui partent par la suite. Donc au cumul ça fait 560 personnes. Et on a eu la chance de gagner certains prix, dont les Mises, les Annie, qui sont plutôt gratifiants pour un studio qui sortait entre guillemets de nulle part. Donc voilà. Qu'est-ce que le fixe anime? Le but du département, en fait, ça va être de sublimer l'animation. L'animation, en fait, nous on intervient juste après le département animation. Ils font vivre les personnages dans un univers et nous on est là comme incubateur en fait pour sublimer ce qu'ils font.
c'est-à-dire retoucher certaines interactions avec des objets, d'autres personnages. On va aussi rajouter par pointe du détail qui va être ce qu'on appelle ressenti, mais qui ne se voit pas à l'image. Et c'est là où on va travailler un peu plus le détail des choses pour rendre les choses un peu plus organiques. Ça va être le maître mot sur le projet organique, parce qu'on a une DA sur Arcane qui a été d'être sur du semi-réaliste. Donc c'est de faire réagir les choses de la manière la plus réaliste possible et stylisée pour que le cachet rentre bien. Je ne sais pas si tout le monde a vu Arcane. Qui n'a pas vu Arcane? Levez la main. Sans honte. Non, mais pas de soucis. Ça compte quand on a vu qu'un épisode Non, il faut regarder les notes. Au moins les 3. Et après, on voit si c'est assez bien. Pour vous resituer un peu l'histoire, c'est l'histoire d'une bataille fratricide entre deux sœurs qui prend place en fait au milieu d'un conflit entre deux villes. Pour grossir les traits, la partie pauvre de la ville et la partie riche. Donc voilà, c'est le pitch de la série. Je vous invite quand même à regarder au moins les 3 premiers épisodes pour savoir ce qu'il y a en dire. Mais sinon, je ne vais pas faire juste la série d'avant. Non, pas de soucis. Du coup, là, c'est pour la partie sur de l'anime, ça je vous en ai parlé. Ce que j'entends par rendre la simulation possible, ça va être la simulation des vêtements, des cheveux, en fait, qui est faite par un autre département, elle n'est pas faite totalement par le département animation ou fixe. Elle est faite par un département dédié, en fait. C'est pas comme dans de l'anime 2D où tout est fait par une seule personne. Mais voilà, ça va permettre dans la 3D, en fait, laisser suffisamment de place dans les modélisations 3D pour que le vêtement puisse passer entre les aisselles, par exemple les jambes, ou lors d'un câlin entre deux personnages, pour rendre cette simulation possible. Ce que j'entends aussi par un technical check, ça va être de vérifier dans chacune des scènes 3D comment va interagir la lumière ou une réaction physique en fait dans un plan en fait. Ce que j'entends par le lighting, ça va être la lumière, le rendu de la lumière. Admettons, vous avez une caméra. Admettons le projecteur, ça va être la caméra qui me pointe. Si jamais la lumière qui vient de l'extérieur est beaucoup plus forte qu'elle est actuellement, le but c'est de voir qu'est-ce qui se passe derrière la caméra, quelles ombres vont impacter la scène. Est-ce que les personnages, est-ce que vous allez bouger ou rester immobile? Le but c'est de ne pas voir des ombres juste immobiles, il faudra les faire vivre. Et c'est à ce moment-là qu'on va revoir, ça n'arrive pas souvent, mais dans les productions standards, on va regarder ça et voir s'il y a vraiment de la vie derrière et qu'on ne se retrouve pas avec des objets, des personnages figés en ombre portée sur le sol par exemple. Et on a un autre département qui est un peu plus loin, c'est le compositing. C'est ceux qui font, entre guillemets, pour vulgariser la chose, c'est ceux qui font le Photoshop de l'image animée. Et ils vont sublimer aussi une image qui est rendue pour la rendre vive en fait. Et à Fortige, sur Arcane en tout cas, c'est l'un des départements qui marque aussi la DA, le rendu qu'Arcane a. Au-delà de toutes les recherches qui ont eu derrière, c'est un des départements parmi tous ceux qui existent qui permettent au show d'avoir le look qu'il a. Et au compositing, en fait, là on peut aider ce département, c'est de vérifier que ce qu'on appelle les motion blur, les flous de mouvement, vont bien réagir dans la 3D. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, sinon pour l'expliquer aussi brièvement, c'est un flou de mouvement, vous allez avoir un mouvement qui est assez rapide et intense, qui va vous provoquer un flou visuel de mouvement, des traînées de mouvement. Et il peut se passer qu'en 3D, au lieu d'avoir par exemple mon bras qui fait juste un arc, que dans la 3D il y a un mouvement qui saute et qui crée un flou de mouvement qui n'est pas du tout cohérent avec ce qui se passe réellement visuellement à l'écran. Donc nous c'est là qu'on intervient aussi, c'est ce qu'on va vérifier et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des choses un peu, on va dire, propres à l'image.
Donc c'est vraiment, j'insiste là-dessus, hein, c'est souvent tous les projets, que ce soit animation, jeux vidéo, c'est un travail de groupe, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour avoir, on travaille pour un projet pour qu'il soit beau et du coup tout le monde y participe de la même manière dont il faut. Les météoros c'est en anglais, c'est juste checker le maximum, spotter en tout cas le maximum de faux raccords qu'il peut y avoir dans une séquence. Nous on le vérifie à notre échelle, mais c'est pas le seul département, c'est vraiment tous les départements qui vont le faire. Et à un moment, on est dans un film d'animation, on triche avec l'image, on assume certains faux raccords. Donc si vous voyez un faux raccord qui se voit par Michel de Allociné, c'est normal, c'est l'animation, on travaille pour qu'une compo, en fait la composition d'une image prime sur un faux raccord qui existe entre deux plans par exemple. Donc voilà. Voilà. Du coup là c'est beaucoup du coup. Et dans le département, ce qu'on va rechercher comme profil de personnes, de graphistes, d'artistes, ça va être des personnes qui sont plutôt généralistes dans la 3D, mais avec une grosse envie et un niveau suffisamment correct en animation pour pouvoir rentrer dans le département. En tout cas, c'est comme ça que je choisis un peu les gens de mon équipe. Chaque studio et chaque superviseur de fixe animation a sa façon de voir son département et de choisir aussi ses artistes. Mais en tout cas, ça c'est au moins les 4 premières règles que j'ai à chaque fois. Donc avoir un bon niveau en anime, d'être curieux. Ce que j'appelle curieux, c'est pas forcément vis-à-vis du travail, c'est vraiment d'être curieux un peu de tout, globalement dans la vie. C'est de regarder plein de films, s'intéresser aux jeux vidéo, et avoir vraiment une culture qui permet d'alimenter un département, d'apporter une certaine richesse aussi quand on travaille sur quelque chose. Le fixe anime, ça aussi, c'est quelque chose que peu de gens connaissent parce que c'est un département qui existe sur des projets dits premium, on va dire, des séries premium éventuellement, ou sur des longs métrages d'animation. Pourquoi seulement sur ce type de projet? C'est parce que le budget le permet. Il y a beaucoup de départements qui existent sur des longs métrages qui n'existent pas sur de la série standard. C'est comme du jeu vidéo, il y a le AAA, il y a le AA, il y a vraiment de tous les budgets. Plus le budget monte, plus on peut avoir de départements qui vont peaufiner le détail sur un projet et qui apportent une certaine richesse et une qualité que forcément, c'est dommageable, mais que d'autres projets ne peuvent pas se permettre. Pour bien sûr le fixe anime, c'est de l'animation mais technique et forcément souvent les gens ont un peu sont des animateurs avant tout, ceux qui postulent en tout cas sont des animateurs avant tout, et pour certains ils ont une formation d'animateur mais pas de technicien. C'est pour ça que je choisis souvent ceux qui ont un peu un côté généraliste ou alors qui n'ont vraiment pas peur d'apprendre de la technique. Parce qu'en soi, on va utiliser des techniques que les animateurs n'utilisent pas ou ne connaissent pas, mais en soi, moi je me dis que si tu n'as pas peur, moi je suis là pour te l'expliquer et te former là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas avoir peur souvent, même plus tard, si quelque chose vous dit je connais pas, mais pas avoir peur du truc et dire c'est pas grave, je vais apprendre, let's go. Et surtout ce qui joue, ça va être aussi la personnalité de la personne, du candidat qui va y avoir en face. C'est juste d'être gentil. Non, d'être gentil, bienveillant, d'être respectueux vis-à-vis des gens. C'est arrivé qu'une fois, quelqu'un arrive en retard en entretien, s'excuse pas, je passe l'entretien juste pour l'image, mais bon, c'est pas très correct. C'est juste un petit exemple, mais en soi, c'est le principal. Et puis c'est comme ça aussi que je vais choisir si une personne va pouvoir bien s'intégrer dans l'équipe, bien s'entendre avec les gens du studio,
la timidité n'est pas un défaut, hein, je vous la rassure. Dans l'équipe, on est une quinzaine, on est tous timides. Il n'y a pas de. Et voilà. Décidément. Pas de souci. Qui je suis? Donc encore une fois, Maximilian. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude? Là, j'ai. Moi, je vous le détaille un peu avant de débuter. Pour la plupart, vous êtes peut-être au lycée? Non? Ou après? Après le lycée, DUT. Est-ce qu'il y a des lycéens ou des collégiens à tout hasard? Non, pas de soucis. Pas avant ça, collège normal, hein, mais c'est que j'ai fait au lycée, pardon, j'ai fait une STI qui n'est pas appliquée, mais qui est génie de l'électronique. Je ne sais pas si c'est encore ce nom-là maintenant. Mais voilà, en cours de route, je voulais quand même aller dans une école d'art, faire une mana, qui sont gratuites en général. Et en parallèle, je passais des concours pour aller en école d'ingé, pour m'assurer quelque chose quand même à côté, au cas où je me fasse recaler des écoles d'art, ce qui a été le cas. Parce que les écoles publiques d'art appliqué à l'époque, en fait, s'ils voient que tu n'as pas un dossier de L ou de S, je ne sais plus quel nom ça a maintenant, mais je crois que ça a encore changé, mais le dossier passait un peu à la trappe, ce qui est dommage, et ne regardez plus les dossiers comme 2 ans avant. Donc voilà, après j'ai passé mes concours pour mon école d'ingé, j'ai eu ces concours-là, mais je ne voulais pas me consacrer 2 à 3 ans de ma vie en prépa qui allait me prendre énormément de temps et allait m'obliger à me focus sur ces études-là que je ne voulais pas faire de toute façon. Donc je me suis rabattu sur un DUT SRC à l'époque, qui s'appelle MNI maintenant. Donc c'est un mélange entre de la com, marketing et développement web. Donc ça m'a permis de bosser sans trop de mal et d'avoir des notes, on va dire, correctes, tout en faisant mes cours à côté de dessin. Et en parallèle, j'ai toujours continué à postuler dans des écoles d'art public, jusqu'à comprendre vraiment que quand on a un dossier technique, c'est mort. du coup, j'ai postulé à Isart Digital en prépa, qui était une école privée. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir été accepté, que les écoles privées ont un prix, mais au moins elles ne regardent pas forcément le dossier, le type de bac que vous avez fait, ils regardent au moins si vous l'avez eu, si la démarche du dessin est bonne, ils vont regarder plein de paramètres qui permettent un peu de mettre toutes ces filières un peu de côté. Donc moi je vous recommande si jamais vous l'avez, si vous avez le choix et l'opportunité de le faire. Mais voilà, j'ai commencé de la prépa jusqu'au cycle supérieur, c'était en 5 ans. Et après, voilà. Les dernières années étaient en alternance, donc j'ai pu faire des stages un peu à droite à gauche, que ce soit dans des studios de jeux vidéo ou animation. Et ensuite, à la fin quand j'ai eu le diplôme, j'avais été embauché chez le Circus, où en ce moment, après c'est peu connu, hein, mais maintenant ils font la série Lego City, qui passe sur France Télé, je crois. Après, il y a Studio 100, qui est un studio qui a malheureusement fermé, mais ils avaient travaillé sur Maya l'abeille, King et d'autres licences plutôt orientées pour la Belgique à l'époque. Ensuite, j'ai enchaîné aussi avec Superprod, chez qui, là, Batwheels n'est pas encore sorti, mais il y a eu Batwheels, ils ont fait quelques séries et films d'animation plutôt probants, et c'est un studio qui est en pleine montée en ce moment. Et ensuite, j'ai enchaîné aussi avec Micros Animation, qui ont fait les Astérix et Obélix d'Alexandre Astier dernièrement. Je n'ai pas bossé dessus, c'était sur un autre film, Sherlock Holmes, qui est totalement discutable, c'est des nains de jardin. C'est discutable. Peut-être que vous allez le trouver dans la médiathèque, hein, je sais pas. Après, j'ai enfin, pour finir, à MacGuff, chez qui j'ai eu la chance de travailler.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le studio qui a fait les Momoche méchants, les Mignons, le Lorax. C'est entre guillemets pour tirer les traits à cette époque-là, le Disney européen. Et ensuite, j'ai fini à Fortiche en tant que superviseur. J'avais été lead à McGuff pour ensuite finir superviseur à Fortiche sur la saison 1 en 2019. Et je suis sorti d'école en 2017. Donc en 3 ans, ça va permettre de balayer pas mal de studios. Et petit aparté, les études d'animation ou de jeux vidéo ne vous bloquent pas forcément à un univers. C'est pas parce que vous faites du cinéma d'anime que vous ne pouvez pas faire du jeu vidéo. J'avais été débauché pendant un certain temps, à certains moments de ma vie, par Ubisoft ou Dortmund, fut un temps pour faire de l'anime. C'est pas bloquant. L'inverse est un peu plus compliqué selon le département, mais en tout cas en animation, si vous faites de l'anime dans le jeu vidéo, c'est un peu plus compliqué d'aller vers le cinéma d'animation. C'est pas impossible, mais ça demande plus de travail personnel, parce que dans le jeu vidéo, là où ce que vous ne pouvez pas faire, par exemple, c'est animer du facial, du labial, pousser les expressions jusqu'au bout, et travailler sur des micro-détails, vu que souvent en jeu vidéo, ça va être surtout de la body mécanique. C'est là où ce travail va devoir se faire. C'est pas impossible, hein. J'ai une connaissance là, qui était lead à Dotnod sur Life is Strange 2 et qui en passe là pour aller plutôt dans le cinéma d'animation, donc c'est pas impossible. Je vais passer à quelques exemples de plans sur lesquels on a travaillé. Du coup, c'est en post-prod avec le compositing ou c'est pendant la production? Non, c'est durant la prod. Ok. Il y a une autre question. Oui, j'ai d'autres. Là, je voulais savoir, est-ce que vous avez une liberté créative, genre Thomas, quand vous travaillez par exemple avec Riot Games ou même d'autres productions, ou vous arrivez vraiment à implémenter ce que vous kiffez dans la vie en général ou même, tu parles à l'échelle du projet, tu veux dire? Ouais, exact. Ouais, Riot, elle nous fait totale confiance en fait. C'est que à l'époque où Get Jinxed est sorti, les réals, les trois patrons en fait avaient travaillé avec le créateur d'Arcane. Et le créateur d'Arcane, c'est Christian Linke, qui est à la base musicien et qui s'est lancé sur la création d'équipe et qui dit là vous voulez créer une série à Riot, mais moi j'ai des copains en France qui sont vraiment chauds pour le faire et ils sont compétents, il y a moyen de faire quelque chose. Donc le Riot a dit ok, par contre il faut forcément à chaque projet d'animation ou de jeu vidéo, il y a forcément un pilote qui se fait. Pour une série, c'est un pilote, c'est un épisode qui va être souvent le premier épisode d'une série. En jeu vidéo, ça va être les bêta-tests pour présenter un peu le concept, le fonctionnement d'un jeu. Par exemple, le premier épisode d'Arcane, c'est pas celui qui a été créé en tout premier lieu. Normalement, vous avez c'est sûr, vous avez des behind the scenes sur internet qui vont vous raconter, c'est des making-of de la série qui vont vous montrer les premiers tests qu'il y a eu. Je sais pas si vous l'avez vu, non. Vous allez voir, franchement je t'invite à regarder, ils vont montrer une séquence de combat entre Vi et Jace sur le toit de Piltover, un des toits de Piltover. Et les designs, tu verras, ils sont complètement différents de ce qui existe maintenant. Ils se sont dit, là, vous avez fait un truc qui est vraiment cool. Par contre, notre script, il n'est pas à la hauteur des images, donc c'est pour ça qu'il y a eu une pause d'un an. On fait une pause d'un an et on va réécrire l'histoire pour qu'elle soit à la hauteur de la qualité d'image que Fortiche pouvait sortir à l'époque. Donc ils ont revu les designs et il y a eu le premier épisode officiel que vous avez vu, qui était l'épisode pilote. Mais il y a eu quelques détails qui ont encore changé entre le pilote et la version finale qui existe maintenant. Mais ouais, on joue sur cette histoire de confiance. Mais on crée des choses et on leur montre toujours.
Et souvent, bon, c'est approuvé, c'est voilà, let's go, partez là-dessus. Du coup, de manière générale, ça se passe bien. Enfin, Ouais. dans l'ensemble des studios, on a quand même cette liberté créative de pouvoir faire quand même des choses. Vous avez un projet qu'on veut. Il y a quand même Ça, tout dépend de ce qu'on entend par le projet qu'on veut, mais comme on est affilié à Riot, c'est eux qui nous filent des projets, des histoires, c'est eux qui écrivent l'histoire, et nous, on l'adapte, on fait le visuel, on fait le storyboard. Le storyboard, c'est la BD animée du projet, et on le présente à chaque fois. Il y a des romans qui vont se faire. Maintenant, il y a une partie de Fortige qui est indépendante, mais sur lesquels il peut y avoir des projets, on va dire perso, mais le temps est consacré à Arcane en ce moment. On a très peu de temps pour autre chose. On avait été appelé par Disney pour faire Star Wars Vision à l'époque. Mais Star Wars Vision, en fait, c'est un peu comme Love, Death and Robots, je sais pas si vous voyez. C'est plein d'épisodes uniques de Star Wars, en fait, dans l'idée, et chaque est traité par des studios différents. Et en fait, l'idée c'était de faire ça, mais on avait tellement pas de temps qu'on a dû refuser. Enfin, les patrons, moi j'ai pas refusé, j'aurais dit oui, mais les patrons ont décidé que non, parce qu'on n'avait pas de temps à allouer à ça, et pas les moyens d'agrandir plus le studio pour avoir une cellule pour exploiter ça. Le Fixanim, c'est un département technique, comme beaucoup d'autres départements. Le CFX, ça va être les IT, ça va être les TD, c'est ceux qui vont débugger un peu les scènes. C'est grâce à tout ce petit monde-là que les projets comme Arcane sont ce qu'ils sont, avec énormément de détails sur lesquels on prend soin de travailler et qui font la différence entre les projets qui ont le budget et qui ne l'ont pas, malheureusement. Encore une fois, c'est pas de leur faute s'ils ne l'ont pas. Et que voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau de tous les projets à gros budget. Et voilà, ça fait beaucoup de cerise sur le gâteau. Et vas-y, je pense que pour la Moi question. j'avais juste une question par rapport à l'actualité un peu de ce qui se passe dans l'industrie, que ce soit l'animation, l'industrie artistique, tout court. C'est du coup par rapport à tout ce qui est pour quelqu'un par exemple qui, là aujourd'hui fait des études en animation, qui veut se lancer dans l'animation, qu'elle soit 2D ou 3D par exemple, par rapport à tout ce qui se passe autour des intelligences artificielles, dans votre processus de production, vous comptez les utiliser ou pas? A priori non, mais en fait les intelligences artificielles, on a beau avoir il y a tout un débat là-dessus, je suis d'accord, mais ça ne nous fait pas tant peur que ça, parce que l'intelligence artificielle a besoin d'être alimentée par du contenu en fait. Et si vous dites à une intelligence artificielle, faites un truc un peu comme Arcane, il va vous sortir un truc comme Arcane, mais nous derrière on fait bon, Arcane on l'a fini il y a déjà 6 ans, on passe à autre chose et on réinvente quelque chose. Donc au moment où l'intelligence artificielle va faire des trucs qui sont corrects, on va dire, ça sera déjà un truc pour nous qui sera déjà passé. C'est comme quelqu'un qui copie en fait. On va dire bon c'est bien, on t'a donné du contenu, maintenant nous ça ne nous empêche pas de créer, on est créatif, donc si t'as déjà pris, nous on crée derrière, on crée autre chose derrière. Et on alimente comme ça. Éventuellement, là où ça peut aider en production, c'est d'être un peu plus rapide, c'est d'avoir une sorte de brouillon, parce que l'intelligence artificielle est encore un peu foireuse pour l'instant. Mais tu peux, par exemple, je vois les concept artistes en jeu vidéo, j'ai des amis qui sont là, ils disent moi j'ai pas peur, de toute façon je crée, et au pire, ça accélère ma cadence, donc je m'en fous. Maintenant, il faut. Après, moi j'ai un peu mon avis qui est là-dessus, qui est un peu, qui peut faire débat, mais ce genre, si tu as peur de l'intelligence artificielle, c'est que tu t'es cantonné à un seul art pendant tes 50 ans, et que tu t'es pas réinventé en 50 ans. Donc au bout d'un moment, si tu te reposes sur tes acquis, tu sors pas de ta zone de confort, je sais pas où tu vas, mais c'est mon avis. Après, c'est très cash, mais voilà. Moi je peux me regarder un peu. Non, mais moi j'ai fini ma question. J'ai une question, tu as dit à plusieurs reprises, là c'est un plan qu'on a dû reprendre à la main. Et je me demande ce que ça veut dire. Oui, excuse-moi. Ce que ça veut dire à la main. C'est parce qu'en fait, on peut avoir des simulations qui peuvent être automatiques, donc précalculées par un ordinateur avec des données physiques. Mais des fois ça marche pas, donc on vient dans la 3D réanimer image par image. La chose où. Voilà.
ça veut simplement dire ça. Mais sans redessiner. Non, sans redessiner par-dessus, c'est vraiment dans la 3D, on y va vraiment, ce que j'appelle c'est un abus de langage. D'autres questions? Ouais, vas-y. Je veux savoir qu'est-ce qui t'a poussé toi à te spécialiser dans l'animation fixe et qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à d'autres styles d'animation? Moi à la base je voulais faire du jeu vidéo. C'est pour ça. Non, Isart ils ont une filière animation qui est. Enfin, Isart fait la com autour de leur filière de jeux vidéo, mais à l'échelle du monde elle est plus connue pour l'animation et le VFX. C'est juste que ils ont des connaissances. J'ai mon avis sur Isart, mais voilà. Moi, je veux la voir. Et mais non, mais du coup, ce qui m'a poussé pour du jeu vidéo vers l'animation, c'est vraiment l'animation en fait, dans le cinéma d'animation me permet de travailler un peu plus de détails. Maintenant, comment je suis tombé dans le fixe, c'est un pur hasard de la vie. Genre, je faisais. Alors, initialement, quand j'ai signé pour Super Prod, 2 jours après, Ubisoft m'a appelé pour faire de l'animation chez eux, mais je venais de signer un contrat. Et encore avant, je cherchais un stage. Ubisoft m'avait appelé pour faire du design de personnages, mais j'étais pas dispo. Enfin, ils n'avaient pas compris que je cherchais un stage. Et ils disaient, non, mais là, pour nous, par contre, c'est du temps plein. Et ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que j'arrête mon école pour travailler chez eux. Je fais, bon, non, moi, je veux juste finir mes études. C'est juste vous qui n'avez pas compris l'intitulé de mon mail avec écrit stage. Mais après, comment dire, c'est juste, j'étais en attente d'une réponse, toujours avec Ubisoft, précisément. J'attendais une réponse d'Ubisoft à la fin d'un contrat et j'attendais, finalement, Micros m'a débauché, ils m'ont dit, on a vu ta bande démo. Une bande démo, c'est juste une vidéo sur laquelle tu montres un peu tout ce que tu sais faire en animation, tout ton travail. Et j'ai vu ta démo, tu as été recommandé par des gens en interne. Est-ce que ça te tente? Je sais pas, je finis mon contrat dans 2 semaines, on voit l'entretien et let's go. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ce poste. Parce que je connaissais pas du tout le fixe en fait à la base. Et c'est eux qui m'ont fait découvrir et qui m'ont fait comprendre l'utilité de ce genre de département. Et pareil, 2 jours après, ils m'appellent pour me dire c'est bon, ça fait 1 mois que je vous appelle, il n'y a pas de sujet. Et après, c'est le fil de la vie, c'est juste que j'ai continué le travail, je suis allé à MacGuff. À MacGuff, quand j'ai continué en fixe, on m'a proposé d'aller en anime, sauf que c'était moins bien. Enfin, je disais, voilà ce que j'attends comme salaire. Ils me font, non, c'est bon, je vais rester là où je suis. Et en interne, ils m'ont proposé de passer lead, c'est chef d'équipe. Et au moment où je voulais partir de MacGuff, Fortiche m'a débauché pour dire, est-ce que ça te tente un poste de superviseur? Ok. C'est comme ça en fait, c'est le fil de la vie. Et puis là, on m'a proposé c'est juste que je fais aussi de la tech anime en plus. En fait, il n'y a pas de département affilié, c'est juste une seule personne à chaque fois, les sub tech anime. C'est ceux qui vont vérifier que les puppets 3D, que les poupées 3D fabriquées par le RIG soient animables et correspondent à des intentions et répondent aux intentions de l'anime. Donc en fait, je suis à la jonction des deux et je dois discuter avec les diranimes, faire des tests et dire ok, là en fait ça marche pas, il faudrait retoucher telle zone, trouver des solutions et faire le point entre eux. Et c'est comme ça qu'on s'y arrive. Et des fois, c'est un peu guidé. T'avais une autre question? Oui, en fait, je pense que, mais par rapport à la fixe anime, est-ce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas tous les projets qui peuvent se permettre de pouvoir avoir ce genre de département. Et je voulais juste demander est-ce qu'il y avait des moments où en fait, les animateurs, enfin, c'est pas qu'ils animaient, mais qu'ils animaient bien au point que votre travail était réduit, ou est-ce que, peu importe le taf fourni par les animateurs, il faudra toujours être un peu comme l'animation 2D, genre dans l'exagération, mais plus au niveau du détail? Non, les animateurs font un travail énorme. Nous, on a vu tout le travail qu'on fait après leur taf, il est assez minime en vrai par rapport à la quantité de taf qu'ils ont. C'est juste que, comme toutes les productions, un département, une personne, en fait,
un quota à respecter, une date de livraison, et il fait au mieux pour être propre, mais au bout d'un moment, tu as tellement de travail que tu peux pas être propre tout le temps. Souvent, ceux qui sont les plus propres, ça va être les leads d'anime, ça va être les seniors, mais ça veut dire qu'ils ont 20 ans derrière, donc ils savent, ils ont travaillé de manière dégueulasse au début pour ensuite travailler de plus en plus proprement. Mais voilà, c'est juste du temps qui ne leur est pas donné à 100%, qui n'est pas compté souvent dans les plannings. Et du coup, le Fix Anime est une sorte d'incubateur pour vraiment peaufiner les phases finales sur lesquelles les animateurs ne peuvent pas se concentrer. Tu sais, ils font leur passe artistique, qui est très très grosse et qui englobe énormément de choses. Ils font leur passe technique de clean, ils nettoient un peu leur scène, ils revérifient chaque détail, mais tu as toujours des petits détails qui s'échappent en fait. Sur de la série, on va dire, qui passe à la télé, c'est pas trop grave parce que c'est vu à la télé. Arcane, à la base, on s'est dit, est-ce qu'il y aura une diffusion au cinéma? On a fait le marathon au Grand Rex, donc heureusement qu'il y a eu le département pour pas que ça se voit, parce que sur un écran géant, ça se voit. Je peux t'assurer que le petit détail qu'on a laissé passer, parce que la main rentre dans la table, et très légèrement, sur un fois 100 de ce cadre, ça se voit. Genre, la pénétration, elle fait la taille du truc. Ouais. Et est-ce qu'il y a. J'essaie de faire tourner un peu les deux. Vas-y. Du coup, ça, du coup, en tant que personne qui va constituer une équipe, est-ce que du coup, tu vas être de démo-lead? Est-ce que la démo-lead, ça importe plus quand tu fais ta sélection, par exemple, que le background au niveau de si la personne a fait une école ou pas, si elle est autodidacte ou pas, dans ta question? En fait, je regarde pas les écoles. Enfin, je regarde les écoles quand il y a une démo qui sort, mais je me dis, cette personne est intéressante, qu'est-ce qu'elle a fait avant, tu vois. Et en fait, si ça arrive de temps en temps, tu regardes une démo et dans ta démo, tu affiches les studios dans lesquels tu as bossé. Et souvent, ça arrivait peut-être une fois où je me suis dit, ok, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre dans sa vie? Parce que la démo, elle n'est pas folle, quoi. Et tu regardes, et ça peut être une personne qui a, je sais pas, la personne avait 3 ans d'expérience. Je fais, merde, t'as un niveau équivalent à un sortie d'école. Donc moi, je vais prendre quelqu'un de sortie d'école, je vais le former, et ça va lui faire sa première expérience dans un studio. Du coup, si tu vois que par exemple la personne n'a pas fait d'école avant et que. Non, ça me dérange pas plus que ça. En fait, le diplôme, en vrai, faut l'avoir dans l'idéal, mais c'est pas, dans le milieu, c'est pas une catastrophe si tu l'as pas. Ton diplôme, il va te servir à avoir un visa de travail à l'étranger. Moi, on m'a appelé quelques fois pour travailler au Canada, mais sous réserve que j'ai le diplôme, que j'ai, mon passeport, c'est normal, à jour quoi, mais au moins avoir le diplôme pour signer une équivalence là-bas, pour signer un visa, et éventuellement un visa permanent. Et c'est quelque chose qui est indispensable si tu as envie de bouger à l'étranger. Parce que c'est comme ça qu'eux vont pouvoir faire aussi un rapport d'échelle sur ton salaire. C'est comme ça à l'étranger. En tout cas, si tu veux passer permanent dans un pays. C'est pour ça que j'ai fini mon diplôme. Je me suis dit, si un jour je veux partir au Canada, il faut que je finisse mon truc. Parce que je veux pas avoir un équivalence du bac à l'étranger alors que je me suis tapé 5 ans d'études. C'est dommage. Oui. Je ne m'étonnais pas du tout sur l'aspect professionnel, mais Arcane, c'est finalement né d'une franchise gigantesque, League of Legends. Les studios Riot, quelles contraintes imposent-ils pour limiter ou borner la créativité du coup, de l'équipe de Fortiche? Il faut que ce soit tout à fait cohérent. On vous a autorisé des incursions, y compris dans la narration ou bien dans le dessin. C'est particulier parce que c'est un entre-deux. Parce que l'avantage qu'a League of Legends, c'est d'avoir une banque d'images suffisamment solide pour pouvoir nous permettre de créer tout en respectant leur univers. Donc on fait une surcouche pour apporter notre touche, mais en soi l'essence est là, quoi. À l'époque, c'était il y a 6 ans, le jeu existait déjà depuis quasi 10 ans, donc ils ont eu le temps d'alimenter une bibliographie assez conséquente pour nous guider et nous permettre de nous lâcher un peu. Donc, c'est un peu
C'est un peu ça. Genre, il y a la bibliographie, maintenant faites ce que vous voulez avec, du moment que ça reste dans le cadre. Qui est un exemple de quelque chose qui aurait été retouché justement, où là on nous a pas envoyé une chaise pour dire c'est cool, mais au contraire, non, ça n'a pas question. Non, même pas de souvenir. Hein. Les seules contraintes qu'on a eues, c'était pour le rating en Chine. C'est-à-dire Je vous invite à regarder jusqu'au épisode 9. Mais en fait, non, mais il y a un épisode où il y a un personnage qui s'appelle Ambessa, qui est une femme noire qui est chef d'armée et qui est, j'ai pas d'autre mot que gigolo en tête, mais elle est dans son bain chaud, adossée à son gigolo qui a ses cuisses juste autour d'elle. Elle s'appuie comme elle peut, quoi. Et on a dû recadrer le plan, supprimer le personnage et le changer avec un coussin rouge. Parce que c'était pas correct à la reçu. Mais c'est le seul genre de retour, ou alors des images. Après, si c'est Netflix, ça c'est autre chose, mais c'est plus pour éviter des crises d'épilepsie qu'on a dû retoucher certaines choses, mais sinon, non, pas très peu de choses. Contrairement à d'autres prods où, par exemple, à MacGuff, il y a eu pas mal de séquences qui ont été jetées à la poubelle parce que ça plaisait plus. Alors que là où je trouvais agréable de travailler sur Arcane, c'est que tout a été décidé, c'était un pipe, un planning de production qui était vraiment à la française, où tout était cadré dès le début, dès le storyboard, tout était cadré, réfléchi, validé. Et l'intention c'était on ne jette rien à la poubelle, ça coûte de l'argent de faire travailler des gens, on ne va pas les faire travailler pour rien, donc essayer de vraiment valider les choses telles quelles, quoi. Et très peu de choses ont bougé, il y a 2-3 plans qui sont partis parce que inutiles, mais c'est rien à l'échelle de ce qui a été fait. Du coup, vous avez dit que pour la première saison, vous avez mis 6 ans à la monter et à l'animer. Après le succès que ça a eu, du coup, est-ce que c'était déjà prévu de faire une saison 2 ? Et est-ce que vous avez senti une pression de la part du public qui peut-être que ne connaissait pas le studio avant envers vous ? Ou même dans votre équipe au sein du studio ? Au début, on n'était pas vraiment au courant qu'il y avait une saison 2. On a dit oui. Mais on a dit oui avant que la saison soit diffusée. Le souci, c'est que quand j'étais en études, je savais que c'était en production, mais je ne savais pas ce qu'ils faisaient. C'était top secret partout, et on ne savait pas ce qu'ils allaient faire, mais tout le monde nous disait dans le milieu, putain ça claque ce qu'ils font chez Fortiche là en ce moment et tout, mais qu'est-ce qu'ils font, on ne sait pas. Et donc ouais c'est cool, tu regardes le truc, tu fais, toi en tant que graphiste ou juste public, tu te dis c'est vraiment cool, mais est-ce que le grand public va accepter de revoir une série animée orientée adolescents, jeunes adultes, parce que tu as des épisodes qui sont interdits au moins de 16 ans. Est-ce que les gens vont regarder ? Est-ce que les adultes vont regarder ? Vont prendre la peine de regarder ? Est-ce que les gens sont OK pour revoir un projet qui a un look un peu dessiné 2D ? Ça c'était le gros doute. Je me suis dit, de toute façon ça va marcher avec le public qu'il y a déjà à League of Legends. On ne savait pas trop comment ils allaient accepter ça, et c'est surtout aussi les autres personnes lambda. Moi je jouais pas au jeu avant de rentrer, je savais même LOL, je m'en battais un peu les voilà. Mais je regarde, je fais putain c'est cool, et ça tout se comprend même quand tu joues pas. Et quand tu joues et que tu es à fond sur le jeu, tu captes tous les petits clins d'œil qu'il y a dans la série. Tu peux même deviner la fin de la série juste avec le premier épisode, mais ça te gâche toute l'expérience. Alors que c'est juste une envie de faire des clins d'œil aux joueurs. Et tu te dis, est-ce que les gens qui ne jouent pas au jeu vont aimer la série et bien au-delà de ça, parce qu'avec les gens qui y jouent, ça fera l'audience et on aura déjà le chiffre qui sera validé, donc c'est ok. Mais nous, ce qui nous importait, c'est la critique, quoi. En tant que personne qui travaille dedans sur un film, tu as envie que la critique soit bonne. Même si le film n'est pas vu par 50 000 personnes, moi j'ai envie que la critique soit bonne. Je vais pas aller voir désolé pour ceux qui aiment Marvel, mais je vais pas aller voir un Marvel parce que je m'ennuie. Je préfère aller voir un film d'auteur qui a pas beaucoup de succès, mais au moins il raconte quelque chose. J'ai pas envie de regarder un truc vide.
pas envie d'avoir une coquille vide. Et c'est là où en fait on essaie de rajouter des trucs, des éléments un peu qui accrochent les spectateurs, mais il y a quand même on a essayé de mettre un fond dessus. Maintenant, il y a deux gens qui vont me dire bah c'est cool, il y a plein de personnages féminins, on n'a pas fait exprès, c'est juste c'est les personnages les plus connus du jeu. C'est pas un parti pris, on a pris ça comme une normalité. Et tu vois, c'est des choses où en fait faut un peu. Voilà, je sais pas où je vais là, mais. Voilà. Oui. Est-ce que du coup le fait qu'il y ait eu un succès qui est totalement mérité, mais est-ce que sur la saison 2, du coup ça met pas une pression ou juste vous êtes vraiment une pression de jeu? Ouais, nous on se dit que c'est cool, mais est-ce que les gens vont pas dire ouais, c'est pareil que la saison 1 ouais. En fait, on peut pas se permettre d'être à la même hauteur que la saison 1. Ouais. Parce que si tu te mets à la même hauteur que la saison 1, tu te dis bah franchement, en tant que projet seul, c'est vraiment cool. Mais là, tu as un comparatif, c'est la saison 1. Donc si on n'arrive pas à faire mieux, même nous on estime que c'est quand même mieux, mais est-ce que le public va le percevoir tel quel? Je ne sais pas. Ah, vas-y, Vous avez une limite de temps pour la saison 2? Enfin, genre, je ne peux pas répondre à ta question. Andy. Ouais, vas-y. Si je m'en vais ici, c'est parce que l'année prochaine, je voulais savoir. Pour cette année, c'est un peu mort, malheureusement. Le souci qu'on a, c'est que comme on est trop pris par la saison 2, on n'a pas de temps à allouer. En fait, si on fait venir déjà, le truc qu'on a, c'est qu'on a un peu du mal à prendre des stagiaires pour une semaine, un mois. Le but des stages, c'est d'être embauché après. Là, on a pris des stagiaires chaque été, mais qui viennent en anime ou d'autres départements, mais généralement, on les a embauchés après. C'est ce qu'on aime bien faire ça. Après, on a envie d'accueillir plus de stagiaires. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas le temps à louer pour apprendre et accompagner quelqu'un. Et on s'est dit qu'après Arcane, c'est ce qu'on aimerait faire, déployer vraiment. C'est l'envie de chaque superviseur. Est-ce qu'il n'y a pas, comment il s'appelle, un lycéen qui veut faire un stage et comme ça on lui montre des trucs et comme ça il est prêt pour après. Tu vois, et il sait un peu, au moins pour l'aiguiller, il fait le cinéma d'anime, le jeu vidéo, c'est pas pour moi, je m'en vais. Au moins il sache, mais c'est le but, mais c'est pas pour tout de suite. Mais ça va arriver. Peut-être dans tes années supérieures. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est juste pour avoir un métaphore. Je vous signerai juste après. Peut-être ça. Je sais que ça ne concerne pas la fixe anime, mais c'est un truc qui me fascine par rapport à Arcane, c'est est-ce que tu as des infos sur comment les modeleurs 3D et surtout ceux qui font la texture, ils ont fait pour rendre cette texture de peinture ou pas? Parce que c'est vraiment incroyable et c'est l'un des trucs qui est le plus... C'est un mème au sein du studio. Ah ouais? C'est parce que dans le making-of d'Arcane, il y a la superviseuse du texturing, ceux qui font la texture. Ils disent mais comment vous faites pour avoir une texture peinte? On peint. C'est la même non, parce que c'est vraiment le truc sur les réseaux en général sur lequel on vous sauce le plus parce que c'est vraiment beau en fait, genre du coup je me demandais si tu avais des infos sur le... Enfin, vraiment on peint. Ok. Ouais. Non, c'est vraiment pas une blague, c'est juste on peint digitalement on peint, mais on peint sur la modélisation. Ok. C'est rien de plus. Et c'est en fait c'est la direction artistique qui va décider du look qu'un personnage ou une texture peinte va avoir, donc on suit la DA et c'est comme ça qu'on... Voilà. C'est le reproche que je peux avoir sur des films un peu plus... des films ou même des projets de jeux vidéo, c'est dommage de ne pas avoir une DA bien plus claire que juste faire du réalisme, c'est un dommage. Oui. Les cheveux, c'est pas genre le pire truc à animer? Ça a l'air tellement compliqué. Si, c'est des choses qui ne sont pas prévues dans les plannings et ça ajoute énormément de travail. Mais après, tu as un département qui est là pour faire de la simulation de cheveux, ce qu'on appelle. Du coup, c'est eux qui vont gérer physiquement le mouvement des cheveux sur certains points. Pas tous, mais par exemple, en fait, ce qui est compliqué sur Arcane, tu verras sur d'autres projets 3D, full 3D, vraiment les cheveux, c'est un département qui le fait, il le gère. Mais là sur Arcane, c'est que leurs coupes de cheveux font partie du design. Par exemple, les nattes de Jinx, elles sont quasi pleinement animées en fait, par les animateurs. Parce que elle a des nattes, ça fait partie d'elle, donc elle doit vivre avec, c'est comme sa manière de s'exprimer. Donc on doit avoir une maîtrise quasi totale dessus à chaque fois. Donc oui, c'est un peu chaud.
Et ouais. Après, il y a des éléments physiques. Une question sur quand vous bossez sur une saison complète, est-ce que vous travaillez épisode par épisode? Vous êtes, le département de Fixanime est plutôt en fin d'échelle en quelque sorte, mais est-ce que tout se fait de façon chronologique ou bien vous travaillez sur des scènes ou des séquences qui peuvent être sur des épisodes complètement différents? On travaille globalement épisode par épisode, mais en dessous de ça, on travaille séquence par séquence. Enfin, les épisodes suivent leur cours, mais on ne travaille pas un épisode entier d'un coup, on travaille séquence par séquence. Oui, non, s'il y a quelqu'un qui veut parler, moi je fais comme ça, je sais pas qui. Non, je suis gêné, mais vas-y. Non, c'est juste cool. En termes de rythme, c'est peut-être une question qui peut paraître bête, mais c'est plus dur de bosser sur une saison complète comme Arcane ou sur des petits clips, parce que peut-être que sur un clip il peut y avoir une échéance plus... C'est plus intense de travailler sur un clip. Ouais. Je travaillais sur des clips au début de ma carrière, enfin quand j'étais en stage. Le rythme est très intense. Hein. C'est genre, admettons, je dis n'importe quoi, 2 mois pour travailler dessus. Sauf que c'est rush, quoi. Genre, c'est le rush tout le temps. Là, le rythme est plus agréable à vivre sur un projet long métrage ou de série. Ça dépend de la série. Tu peux avoir des quotas à 8 ou 9 secondes jour à animer. Ça, c'est un enfer. Mais c'est parce que le budget est réduit, la qualité de l'anime elle est un peu moindre, donc tu peux te permettre de bourriner. Peut-être qu'il y a dit 8 ou 9 secondes par jour de travail pour une équipe. Ça, c'est un rythme intense ou c'est un rythme... C'est un rythme intense. Nous, on est à 0,7 secondes jour. 0,7 secondes. Moins d'une seconde. Juste une petite question. Dans la présentation, il n'y avait pas le clip dans la présentation tout à l'heure, oui. Vous avez montré les différents clips sur lesquels vous avez travaillé. Et il n'y avait pas le clip de... Ouais, Ennemi. Ouais, parce que la liste n'est pas vraiment à jour, mais en fait, Ennemi, on le considère comme faisant partie de Arcane. Si tu regardes, en fait, Ennemi, on a prétexté le clip pour faire une sorte de prequel très rapide et très succinct. C'est que tu vois dans l'épisode 7, il y a une fight entre Echo et Jinx sur un pont. Oui. Et tu sais, c'est un moment clippé où tu vois un peu les deux personnages enfants comme s'ils s'étaient amusés, mais on n'a pas travaillé leur relation en fait en amont. Et on s'est dit c'est dommage, mais il aurait fallu un épisode ou une petite séquence pour raconter un peu ce qui se faisait entre les deux, la complicité qu'il y a entre les deux. Et c'est pour ça que dans le clip là, ça nous a permis de montrer un peu comment les versions enfants de tous les personnages qu'on connaît, ils vivaient dans la ville en fait. Après c'est un peu politisé sur certains cas, si tu détailles un peu tout le truc, c'est un peu dans la cave, mais il y a des petits trucs comme ça. Ah oui, excuse-moi. Je veux savoir par rapport à votre méthode de travail. Je sais que dans le secteur des jeux vidéo, beaucoup de fois on utilise des méthodes assez agiles avec des périodes de sprint. Est-ce que dans les studios de développement comme Apprentice, est-ce que vous travaillez de la même manière ou complètement autrement? C'est par rapport à votre méthode de travail et si vous avez des périodes de sprint et est-ce que vous avez de manière agile ou... Ouais, il y a des périodes de rush, souvent ça va être sur la fin d'un épisode ou la fin de la série. Okay. La saison 1, on a fait des heures supplémentaires. Après, c'est quelque chose de commun, hein, les heures sup. Sur la fin des projets, j'entends pas au quotidien. À savoir, souvent on travaille le samedi, le soir un peu plus, des trucs comme ça, mais ces heures-là, elles sont payées et déclarées. Okay. Moi, je mets un point d'honneur là-dessus, c'est toute heure sup doit être payée. Donc, quand j'étais en stage, mes horaires c'était du 35 heures. Le réal il venait à 18h30 faire des retours. J'étais là, est-ce que je pars? Je regardais mon superviseur, il ne disait rien et du coup je finissais à 23h. Et à partir de là, j'ai dit mais plus jamais. Moi 18h, 19h c'est fini, je rentre chez moi. Et quand je suis arrivé à Micros, il y a des heures sup qui sont ouvertes et c'était payé, c'était majoré en plus. Donc je fais bon. Maintenant je sais que les horaires c'est les horaires. On ne se fait pas exploiter, quoi, c'est mort. Et peu importe là où vous allez travailler.
faut pas. En fait, c'est que même au-delà sur une production, c'est le temps humain, il faut qu'il soit cohérent. On ne peut pas se dire tel projet a coûté 100 €, mais pourtant vous avez réussi à sortir Arcane. Je fais ouais, mais 100 €, mais tu sais pas combien d'heures de sup non payé t'as fait travailler des gens, quoi. Et c'est pas cohérent. Alors que si tu te dis bah là il faut des heures sup, au moins tu sais que ton budget il a grossi entre temps et qu'il est passé de 100 € à 100 millions ou 90 milliards, j'en sais rien. Et donc, en fait, c'est ça le vrai prix d'un projet. Vous voulez une saison 2, bah faut faire ça, mais un peu plus parce qu'il y a des nouveautés en plus qui s'ajoutent. Donc c'est pas juste de la réutilisation du personnel. Ouais. Parce que tu parlais d'horaire, juste pour annoncer peut-être oui, une question. Oui, pas de souci. Vas-y, je t'en prie. C'est une question qui n'a pas trop de rapport, mais est-ce que le fait d'animer tous les easter eggs et tout ça, ça vous a donné envie de jouer à LoL ou pas du tout? On se prend en compte, on se dit bah, c'est cool de l'avoir, si on fait pas. C'est vraiment une envie. En fait, c'est décidé dès le storyboard, dès l'écriture. Là, il faut faire un clin d'œil à tel perso, en parler, ou j'en sais rien. Ou créer un élément dans le décor qui va rappeler un personnage qui va soit apparaître ou vaguement apparaître dans la série. Merci beaucoup. C'est bon. Non, c'est une Ouais, mais si c'est trop tard, je ne veux pas demander. Encore 2 minutes. Ok, c'est une question rapide, en fait c'est une question en deux, mais elles sont vraiment rapides. La première question c'est est-ce que pour être animateur il ne faut pas avoir peur du spoil quelque part? Parce que... Oui, mais t'es obligé en fait. Ouais. Et la deuxième... moi c'est mon truc, c'est genre on travaille sur... Mesdames et messieurs, bonsoir. La bibliothèque ferme ses portes dans 15 minutes. C'est ça, Les toilettes seront fermées à 17h50. Nous vous invitons à enregistrer vos documents et à vous diriger vers la sortie. Toute l'équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne soirée. Moi je maintiens le fait que mon équipe doit regarder tous les épisodes, sinon je peux pas travailler sur un épisode sans savoir ce qui se passe dedans, c'est impossible. Okay. Comment tu veux mettre du contexte dans ce que tu... Enfin, enrichir le contexte sur lequel tu es en train de travailler. Ça veut dire qu'après la production, il faut regarder tous les épisodes ensemble, enfin, est-ce que vous regardez tout ce que vous avez On regarde tout en amont en fait. Ah, en amont, ok. En amont, on regarde... Okay. C'est ta deuxième question? Bah c'était ça. Ah, je fais ça? Si vous regardiez ce que vous avez fait après l'avoir fini ou pas, du coup, mais... Ouais. Ah, c'est vrai, tu dois rapporter la série, est-ce que le studio fait quelque chose ou tu dois tout arrêter? Le souci, c'est qu'on est deux personnes, pardon, on n'a pas fait une sortie ciné, donc je ne touche pas de royalties. Je te fais ça tout de suite.